19h. Comme prévu, nous vous retrouvons à l'heure pour notre deuxième conférence cette semaine en collaboration avec l'Université de Bar-Ilan. Et je remercie d'avance Yael Toledano, notre partenaire de l'Université de Bar-Ilan, du département international, de continuer cette coopération et nous amener vraiment des conférenciers du meilleur niveau et des conférenciers aussi nombreux francophones qui nous permettent de découvrir toute la richesse de cette université. Ce soir, nous abordons un thème très intéressant, très original et très particulier. Et je remercie d'avance le professeur Galia Janoszewski, qui est elle-même la directrice du département de culture française de l'Université de Bar-Ilan, pour nous parler un petit peu de l'image d'Israël à travers les photographies et les guides touristiques. Je crois que pour les gens comme nous qui n'avons pas 20 ans, qui avons vécu quelques années, on se souvient que vraiment les premières images que nous avions d'Israël, ce n'était pas Facebook, ce n'était pas des films, ce n'était pas forcément déjà des voyages, c'était à travers quelques petites images, quelques photographies, et parfois vraiment des petits guides qui existaient sur le début d'Israël. Je crois que c'est quelque part et un voyage probablement nostalgique et un voyage culturel qui va nous permettre de mieux comprendre cette relation avec Israël à travers ces supports, la photographie et les guides touristiques. Je remercie d'avance le professeur Galia Janoszewski. Vous pourrez évidemment nous envoyer vos questions sur le chat. Voilà, le département de l'Organisation sioniste mondiale, le département de la promotion de l'ALIA, avec Yasmine Manaim à Paris et moi-même à Jérusalem. Nous sommes heureux de continuer cette collaboration, cette coopération très fructueuse avec Yael Toledano de l'Université de Bar-Ilan, à qui je donne la parole maintenant. Merci beaucoup, Avi, et merci, Yasmine. Et je remercie également, bien sûr, l'Organisation sioniste mondiale en France de nous accueillir encore une fois et justement de donner la possibilité à nos professeurs francophones de parler, justement de présenter leurs projets de recherche. Donc, moi, je suis Yael Toledano, je suis responsable des relations internationales à Bar-Ilan, à l'Université de Bar-Ilan. Je vais vous présenter très brièvement l'université avant d'introduire le professeur Galia Janoszewski. Et voilà, Bar-Ilan, qui est une très grande université dans le centre d'Israël. Nous avons 9 grandes facultés, dont la faculté de sciences juives. D'ailleurs, c'est la seule université en Israël et même dans le monde à avoir une faculté à soi de sciences juives. Nous avons une faculté de médecine qui se trouve à Tzfat, dans le nord du pays. Nous avons une faculté de sciences de vie, la faculté de sciences exactes, une faculté d'ingénierie qui est immense à Bar-Ilan, une faculté de sciences sociales, une nouvelle faculté d'éducation, une faculté de droit et la faculté dont fait partie professeur Galia Janoszewski de sciences humaines. Voilà, donc je vais vous présenter un petit film qui va vous montrer en fait qu'est-ce que c'est Bar-Ilan. Vous allez voir notre symbole dans ce film, c'est le Bet Aleph, c'est Bar-Ilan, mais c'est aussi une forme de microscope avec un Sefer Torah attaché. Donc, c'est le symbole de Bar-Ilan, ça veut tout dire. Et je vais vous montrer là maintenant notre campus.
Merci beaucoup. Et alors, tout d'abord, nous avons des programmes d'études en anglais et en hébreu. Nous vous invitons à visiter notre site internet BIU International, je le noterai dans le chat, et bien sûr à venir visiter physiquement notre campus à Ramat Gan. Voilà, donc maintenant je voudrais présenter professeure Galia Januszewski, qui est directrice du département de culture française à l'Université de Bar-Ilan. Elle se spécialise dans les genres hybrides de la littérature. Elle est l'auteure, entre autres, de l'entretien littéraire, Anatomie d'un genre. Elle a dirigé un projet de recherche de 3 ans entre 2016 et 2019 et qui est financé par l'ISF, l'Israël Science Foundation, sur les représentations d'Israël dans les guides touristiques de 1948 à nos jours. Elle est l'auteure de plusieurs articles sur le patrimoine, dont À travers Israël, guide touristique et propagande, Portrait du pays en jeune état, l'encyclopédie d'Israël en images entre 1950 et 1952, Circulation critique et patrimonialisation des photographies, Le cas de figure de Beno Rothenberg et autres. Et nous avons aussi, entre autres articles, du singulier au collectif Construction discursive des identités collectives dans les débats publics. Et en 2013, professeur Galia Januszewski est nommé chevalier des palmes académiques. Voilà, dans cette conférence, professeur Galia Januszewski s'intéressera à la manière dont Israël émerge à travers le regard de diverses formes de guides de voyage et dans les albums de photos et comment Israël est perçu de 1948 à nos jours. Professeur Galia Januszewski. Merci beaucoup Yael, merci de cet accueil ce soir. Et j'ai appris que je n'ai qu'une demi-heure à ma disposition. Je vais peut-être dépasser un peu, mais je vais entrer tout de suite dans le vif du métier et matière. Donc, la première question que j'aimerais me poser, c'est qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qu'une nation? Les paramètres utilisés pour la définir sont bien connus. Un peuple, une terre, une histoire, des institutions, parfois aussi une langue ou une religion. Mais on peut aborder cette question par le concept de communauté ou de communauté imaginaire, comme le définit Benedict Anderson, qui dit la nation est une communauté politique imaginée. Il ne s'agit pas de prétendre que la nation est une pure invention qui n'a pas d'assise dans la réalité, mais plutôt de constater que la perception de la nation, d'une nation, est en constante évolution et dépend d'éléments et de développement d'ordre historique, géographique, culturel et politique. Alors, non, décidément. Voilà. Alors, comment l'image d'un pays, d'une nation, d'un État est-elle communiquée? Une spécialiste de la photographie de l'Estado Novo au Portugal, Susana Martins, dit que l'image d'un lieu est toujours formée par une multitude des médiations culturelles où les photographies jouent un rôle crucial et incontestable. Le livre des voyages photographiques sont des agents décisifs dans les processus de construction des nations et ils participent à la diffusion des récits nationaux. Les photographies, en forgeant des environnements temporels et en pointant des moments historiques, contribuent à la création, au maintien ou au déni de fictions nationales récurrentes. Alors, les guides de voyage et dans les quelques minutes que j'ai à ma disposition, je voudrais donc vous montrer le rôle important que jouent les photographies, les images récurrentes qui reviennent dans les supports de diffusion de l'imaginaire touristique et national que sont les albums et les guides touristiques. Alors, quelques brèves définitions avant de vous montrer quelques belles images. Nos archives sont constituées des albums, des guides touristiques et itinéraires de voyage publiés à partir de 1948, principalement en français et en France. Les albums sont des portraits de pays, à la fois singuliers et formant des ensembles, destinés à la consommation locale autant que touristique. Pris dans leur succession, les différents albums manifestent aussi l'évolution dans la perception et les imaginaires du pays. Les guides de voyage ou les guides touristiques forment des archives sérielles.
Certains d'entre eux sont constamment renouvelés, ils fournissent chacun un aperçu d'une relation dynamique et continue au pays et des imaginaires de cette relation en constante évolution. Mis côte à côte, les albums et les guides touristiques manifestent l'évolution des imaginaires touristiques et nationales. Ils reproduisent les perceptions historiques, culturelles, politiques et géographiques des habitants et des touristes, tout en les influençant. Je voudrais commencer par un cas de figure assez important auquel j'ai consacré un article. Et ce cas de figure, vous pouvez le constater, c'est l'Encyclopédie d'Israël en images, paru en 8 volumes que vous voyez ici dans un coffret entre 1950 et 1952. L'Encyclopédie d'Israël en images représente bien un genre répandu dans les années de fondation et formation de l'État juif, soit entre 1945 et 1970. L'album en images ou le photobook. Produite avec le soutien du bureau gouvernemental de presse sous l'égide de son chef Isaiah Klinov et du photographe Ben Rothenberg, l'encyclopédie témoigne non seulement des actes fondateurs, donc la guerre d'indépendance et des guerres ultérieures, développement agricole et technologique, établissement du gouvernement et immigration, mais aussi de la façon dont s'est conçue la propagande à destination des fondateurs du pays, des immigrants, ainsi que d'un public international susceptible de soutenir l'État d'Israël. Au moment de sa production, l'encyclopédie participe à ce que Pierre Nora appelle la vigilance commémorative, à savoir le fait d'organiser volontairement la mémoire des événements historiques, des lieux ou des objets. Ce tri dans la mémoire collective est typique du moment de la fondation d'un État où l'on cherche des éléments susceptibles de souder l'entité nationale, ce qu'il y a de commun à toutes les factions de la société. Alors, regardez un peu la forme physique que prend cet album. Fabriqué dans le style des albums de Bezalel, sa reliure d'imitation cuir orientale avec un relief en cuivre dans un style d'Europe de l'Est suggère cette diversité culturelle qui se manifeste aussi dans la présentation typographique de la page de garde et du relief. On y constate une hétérogénéité des styles allant de la police de caractère Jérusalem, en passant par le lettrage au pochoir d'une écriture ashkénaze basique, sans doute dans le style Stam de Francesca Baruch, à une police de caractère mixte combinant l'influence de l'écriture égyptienne et de l'art nouveau dans une espèce d'orientalisme propre à l'ancienne école de Bezalel. Cette variété graphique symbolise donc le melting pot culturel dû aux différentes vagues d'immigration. À partir de 1950, plusieurs albums, dont les albums de Klinov, sont produits. Leur thème inclut la sécurité du pays et la politique d'immigration. Ces albums s'inscrivent dans une série de publications gouvernementales entre 1951 et 1952, comprenant aussi des brochures de propagande qui utilisent des photos du bureau gouvernemental de presse que j'ai mentionné tout à l'heure, les archives de la KKL et de la Keren HaYesod, ainsi que des images de photographes indépendants. Je peux vous parler longuement de ces photographes indépendants, mais ce sera pour une autre conférence. Même si ce n'est pas le cas de la totalité des albums de photos, il s'agit au fond d'un instrument de propagande, même dans les pays démocratiques, car en donnant à voir, en disant « ce fut ainsi », on façonne en fait le présent. On façonne une image attractive d'Israël à destination de ses nouveaux citoyens, de ses soutiens étrangers et de futurs immigrés, comme l'atteste la lettre de souscription diffusée par le département économique de l'agence juive que je reproduis ici, annonçant le premier volume de l'encyclopédie. Là, vous l'avez en hébreu, vous avez le document en hébreu, ainsi que l'enveloppe qui le comprend, donc c'est l'autre côté de cette enveloppe. Et là, j'ai reproduit le texte en anglais et en français et je le lis. La première année dans l'État d'Israël est le titre de l'album qui est publié en hébreu et en anglais par l'AM Israel Publications et édité par M. Isaiah Klinov, chef du département de l'information du ministère israélien de l'Intérieur. Ce livre décrira, donc on est là en 1949, il parle
au futur. Ce livre décrira par l'image l'histoire de l'année la plus glorieuse de l'histoire du peuple juif, une année au cours de laquelle les rêves et les aspirations de 50 générations de 2000 ans de la dispersion ont trouvé leur accomplissement. La bibliothèque de chaque foyer juif sera enrichie par l'acquisition de ce livre avec son récit vivant des événements de son année mémorable dans l'histoire juive. Compte tenu du caractère important de ce projet, notre institution a entrepris la diffusion à l'étranger de la première année dans l'État d'Israël selon les conditions suivantes. Et voici les conditions. Une édition spéciale limitée de luxe du livre que je n'ai jamais pu trouver, mais si vous l'avez sous la main, envoyez-le moi. Donc, destinée à la circulation par abonnement personnel uniquement, paraîtra vers le 14 mai 1949 et sera expédiée directement aux abonnés avant la fin de ce mois. Toutes ces inscriptions doivent nous revenir avant le 30 avril 1949. Une édition spéciale, limitée de luxe du livre, destinée à la circulation par abonnement personnel uniquement, paraîtra vers le 14 mai, contenant 160 grandes pages en forme d'album. Le livre sera imprimé sur du papier chromé et richement relié. Le nom complet et l'adresse de chaque abonné seront inscrits sur la couverture. La dédicace des éditeurs sera dans chaque cas rédigée dans la même langue que celle dans laquelle la commande est passée. À la demande, la dédicace sera faite au nom d'un membre de sa famille ou d'un ami ou à la mémoire d'un parent décédé. Nous sommes sûrs que vous souhaiterez faire partie des récipiendaires de la première année dans l'État d'Israël. Or, les albums et les guides touristiques, rappelons-le, sont les produits de leur temps, chose éphémère. Un guide touristique devient vite obsolète, un objet sans valeur d'usage. Mis à part les éditions de luxe personnalisées, les albums non plus ne sont pas en eux-mêmes des objets de valeur ni de rareté. Ils sont produits à un grand nombre d'exemplaires. Leur destin se manifeste dans la photo suivante, prise à Haïfa, la photo que vous voyez là, par un adepte du groupe Livres Abandonnés, qui signale qu'une collection d'albums et de livres d'histoire et de culture s'est retrouvée au rebut. Entre parenthèses, cette personne est un médecin qui travaille à Rishon et grâce à lui, j'ai pu récupérer 5 de ses volumes qui étaient condamnés à la poubelle. Depuis 2015, j'ai rassemblé dans le cadre d'un projet subventionné par l'Israel Science Foundation, l'équivalent du CNRS ou de l'ANR, une collection importante de guides touristiques et d'albums d'Israël, de 1948 jusqu'à 2018, soit 70 ans de l'existence d'Israël. J'ai pu en partager les résultats avec le public par une exposition dont vous voyez une image qui a eu lieu en février 2020 dans la galerie Liber à Bar-Ilan. L'exposition, qui porte le nom d'Israël, au pluriel donc Israel's, montre qu'une image très simple s'est avérée en fait complexe. Et vous pouvez en fait trouver cette exposition. Là, vous avez le lien en ligne à l'adresse suivante. L'image phare de l'exposition est prise de la couverture du volume Israël, publié dans la fameuse collection Petite planète de Chris Marker aux éditions du Seuil. Elle montre le portrait d'une jeune femme, Soldat Kovot Tembel, représentant Israël. Le portrait humain se situe à l'intersection de la représentation et de la narration. Il symbolise souvent une nation, une terre, un État. Un individu incarne une entité politique et la société qu'il a forgée. Il incarne aussi une terre, un peuple et une culture. Ici, le choix d'une figure féminine fait écho à la tradition où un portrait féminin est utilisé pour symboliser toute une nation, comme Marianne pour la France. Une galerie humaine représente le pays, une mosaïque de groupes multiethniques et multiculturels constitués de corps visibles et d'individus, anonymes ou célèbres, dont l'histoire personnelle fusionne avec la collective. Dans le cadre de l'entreprise de construction nationale, elles sont des devoirs à remplir. Des infirmières, des soldats, des leaders de grande renommée dont la biographie rencontre l'histoire de la nation. Voir par exemple Rabin sur le paysage de sa patrie, je montrerai cette image tout à l'heure,
ou dont l'image incarne un moment historique où ils ont joué un rôle majeur, voire Golda dans la guerre de Kippour qui figure ici en bas. Dans les premières années de l'État, les enfants faisant partie du creuset de la diaspora sont perçus comme les futurs citoyens d'Israël. Au fil du temps, la société israélienne s'engage avec sa diversité culturelle. Ici aussi, les enfants sont considérés comme faisant partie d'un désir national de coexistence. On rentre aussi les collectifs, les différents collectifs, les différentes factions d'une société. Ici, dans cette image, vous voyez la couverture de Life autour du monde Israël avec une image des kibbutznikim et en ouvrant la première page, vous trouvez l'image des Haredim. Tous font partie, en fait, des groupes et remplissent un rôle, une fonction des tâches des soldats, des immigrés, des travailleurs. Un pays se définit aussi par l'autre. Or, Israël est le pays où tout le monde est un autre. Voici ce qu'indique la légende de la photo d'Anklin à travers Israël. Les Olim de tous les coins du monde arrivent dans le nouvel État d'Israël et sont d'abord installés dans des camps d'immigrants. Étrangers dans leur apparence et leurs coutumes, ils s'inquiètent de leur acceptation et de leur intégration. Fin de citation. Dans une société multiethnique, chacun est l'autre. L'attitude condescendante attribuée aux Juifs durant les premières décennies de l'État a été remplacée dans la perception contemporaine de certains guides, vous voyez ici le guide du Routard, par une vision tournée vers le tourisme qui exprime l'espoir d'une coopération, d'une fraternité entre les Juifs et Arabes. Et là, vous voyez toutes les couvertures dans une phase ultérieure et prospective qui esquisse une cohabitation future dans les guides du Routard à partir de 2012. Le concept de la première dimension donc de la constitution de l'image du pays, vous avez bien vu, est donc celle du peuple et ses visages. La deuxième dimension que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est liée à la terre. Le territoire est une stratégie politique et le produit d'une construction sociale. Ainsi, les noms d'une terre racontent son histoire. La terre que nous appelons maintenant Israël a de nombreuses dénominations que vous pouvez voir sur ces reliures, sur les couvertures des livres. Donc, de nombreuses dénominations qui racontent des histoires différentes. La Terre Sainte, Eretz, Moledet, Palestine. Le concept de patrie incarne la longue histoire de la terre et des ancêtres juifs qui est devenu l'État juif. C'est l'histoire des paysages l'histoire d'Yitzhak Rabin que j'ai mentionné tout à l'heure, qui, et je cite, depuis sa naissance à Jérusalem jusqu'au bureau du Premier ministre à Jérusalem, a largement reflété les expériences de nombreux citoyens israéliens nés dans l'Israël pré-étatique ou au cours de ces premières décennies. La biographie de Rabin, c'est donc l'histoire du pays. Mais il y a d'autres dénominations encore, entre autres la Terre Sainte. Son nom défie le temps. Le touriste voyage dans le temps vers des paysages antiques au temps de la Bible et du christianisme primitif. Une autre manière encore de réserver à la représentation d'Israël et à sa nomination, c'est l'image satellite et sa légende qui encourage le lecteur à imaginer le royaume historique où les 12 tribus d'Israël se sont unies sous la dynastie du roi David. Après environ 2000 ans, le peuple juif est revenu dans la même zone géographique dont l'avenir a été forgé dans l'Holocauste. Et là, vous voyez en tout petit, donc la deuxième page suivante, cette page qui introduit une image de satellite d'Israël qui montre en fait des images issues de la Shoah qui disent pourquoi ce ghetto, voilà. Une troisième dimension de l'image du pays, outre le peuple et la terre, ce sont les formes d'habitation.
Différentes formes d'implantation urbaine et rurale en Israël représentent dans les albums et les guides touristiques la réalisation de l'ancien nouveau pays que Herzl envisageait en 1902 dans son Altneuland. La ville est une intersection de différentes cultures, locales et nationales, locales et mondiales, physiques et spirituelles. Les albums régionaux représentent en même temps qu'ils créent des autonomies régionales. Les albums consacrés à des villes et des régions spécifiques considèrent leur développement comme une partie indissociable de l'entreprise sioniste. Les auteurs des albums consacrés à la ville méridionale d'Eilat et à la vallée de Jezreel voient dans ces lieux des expressions de la diligence et de l'héroïsme juif, surmontant la nature et construisant une maison qui correspond à l'image de soi des habitants. Les concepts concurrents d'une nature sauvage, inhabitée contre la terre ancestrale réinstallée se reflètent à plusieurs reprises dans les photographies de l'album de Emek Israël, où l'homme apprivoise la nature, mais aussi surmonte ses penchants au nom de l'idéal de construction et du peuplement du territoire. L'album de Haïfa que vous voyez ici, c'est l'album du haut, voit la ville comme une réalisation de la vision de Herzl. Haïfa, dans sa première décennie, est présenté comme un microcosme de l'État, incarnant à la fois l'élan de la construction et la coexistence comme une option possible. Et comme il s'agit à une ville binationale, la légende de ces photos apparaît également en arabe. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un petit détail qui rend cet album unique. Vous voyez ce qui le rend unique? L'album de Haïfa est unique dans ce sens où il revêt la forme d'un album de famille typique d'une famille israélienne des années 1970, avec la spirale. Le mont du Temple et le dôme du Rocher résument l'essence de la ville Jérusalem, réputée pour être ancienne sainte pour les trois religions monothéistes, mais aussi pour ses rivalités territoriales. La manière dont ces deux monuments sont représentés dans les guides touristiques reflète des conflits de propriété, mais aussi une tentative de les régler. Et avant 1967, la mosquée Al-Haram al-Sharif figurait dans un guide touristique jordanien. Dans les guides contemporains, l'infographie met en évidence la double revendication de propriété. C'est à la fois Al-Haram al-Sharif et le mont du Temple. Les photos contrastent avec le texte ou le corroborent. Le dôme est présenté comme un lieu de culte musulman, mais la légende explique que cette région est au carrefour de culture et d'empire. Le mur occidental éclipse le dôme doré sur la couverture du petit futet, mais dans les pages intérieures, le dôme est présenté comme un lieu de culte musulman et le mur occidental n'est pas inclus dans le cadre. Tel Aviv, juste en dessous, j'ai joué un peu avec la dimension spirituelle de Jérusalem au-dessus et puis Tel Aviv en dessous, est représentée comme métropole dynamique et libérale et confrontée aux tensions religieuses et autres très médiatisées de Jérusalem. Et là, et même déjà en 1950, on dit d'elle la chose suivante, et je cite d'ailleurs de l'album de Klinov, Tel Aviv est très culturelle, vibrante de gens et de machines, forgeant un nouveau style de vie juif et un nouvel idiome hébreu populaire. Hier et aujourd'hui, donc, Tel Aviv est une ville représentée comme non-stop, capitale de la gastronomie et de la mode et fief de la communauté gay. Les Juifs israéliens, le kibbutz représente la réalisation de la vision socialiste. Un enfant du kibbutz est destiné à avoir un avenir meilleur que ses parents et à être façonné à l'image du nouveau juif, un travailleur acharné qui peine pour le collectif pour des raisons idéologiques et économiques, mais aussi éthiques. Pour le touriste, le kibbutz est une attraction, une occasion de se confronter à l'expérience sioniste devenue synonyme de l'État d'Israël. Passé et présent sont liés par la continuité et le contraste. La continuité justifie le remembrement du territoire. Le nouveau remplace l'ancien, indiquant le progrès. Dans le fantasme des fondateurs, le vide d'hier deviendra l'immobilier demain. C'est l'image en bas, je ne sais pas si vous reconnaissez
la plage d'Herzliya. Donc, le rêve des fondateurs devient une réalité d'immobilier aujourd'hui. Les doubles pages relient le passé et le présent. Le passé est au-dessus, comme point de départ. Le présent apparaît toujours en dessous, comme son résultat. Au bas de la photo se trouvent des ruines, au-dessus de la future construction. La fille portant la torche, que vous voyez sur l'image, relie les Maccabées aux soldats tombés lors de la guerre d'indépendance de 1948, créant ainsi un continuum entre le royaume juif hasmonéen qui a duré du IIe siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle de notre ère et le nouvel État d'Israël. Mais l'imaginaire d'une nation n'est pas uniquement son peuple, ses nominations, sa terre, ses institutions et l'organisation de son territoire. Ce sont aussi ces événements historiques, ces guerres. Les artisans de la victoire de la guerre de 6 jours sont applaudis sur cette image. La défaite de l'ennemi est soulignée. Les Israéliens et leurs dirigeants sont euphoriques. C'est dit dans les textes d'ailleurs. À droite, le ministre de la Défense Moshe Dayan. À gauche, le commandant du corps blindé Israël Tal. Le chef d'état-major général Yitzhak Rabin et le premier ministre Levi Eshkol. Mais ce sentiment de victoire est suivi d'une grande désillusion avec le deuil de Kippour. À vrai dire, la question de la guerre et de la défense hante toutes les représentations de l'origine. Israël est célèbre pour ses sites archéologiques, mais même s'il invite le touriste à se familiariser avec ses riches paysages naturels. Des sites archéologiques comme Masada attirent les touristes depuis le début de l'État. Cependant, la guerre de 6 jours a été suivie d'une vague de trekking, là vous voyez l'image à droite, et de randonnées dans les nouveaux territoires. Les Israéliens affluaient dans les régions inconnues et erraient dans les marchés des villes et villages occupés. Mais comment parler d'Israël, non pas uniquement par les images séparées de leur page dans les guides touristiques et de l'année où ils furent publiés jusqu'à présent, il faut aussi se donner un timeline, un point de départ historique, chronologique. Alors, quel serait le point de départ d'Israël et comment est-il représenté dans les albums et dans les guides touristiques? 2 chronologies parallèles en émergent. L'une commence par la création de l'État en 1948. Et là, vous voyez l'image du premier ministre d'Israël, M. David Ben-Gurion, dans une prière de grâce le jour de l'indépendance dans la grande synagogue à Jérusalem. Vous voyez en dessous l'image de la proclamation historique de l'État d'Israël, vendredi 14 mai 1948. La seconde chronologie remonte dans le passé. La Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, la déclaration de Balfour en 1917, le premier congrès sioniste en 1897, le voyage d'Abraham vers la terre promise, la période préhistorique. Bref, la première chronologie indique les étapes du développement de l'État. La seconde décrit les raisons de sa naissance. Dans cette exposition, nous avons choisi de mettre côte à côte les 2 chronologies. L'une est une description chronologique de l'État d'Israël depuis sa création, telle que présentée dans des albums publiés à la fin de chaque décennie. La seconde présente d'autres dates importantes liées au peuple et à sa vision, au peuple et à son pays et à ses paysages, au peuple et à sa mémoire collective. Les albums que vous voyez ici, publiés dans les premières décennies de l'État, montrent des images des moments historiques clés au moment de leur occurrence. Depuis la 4e décennie d'existence de l'État, les albums acquièrent une teinte nostalgique tout en reflétant les conflits intérieurs et extérieurs.
Les albums qui ont été principalement publiés autour du 50e anniversaire d'Israël et du début du deuxième millénaire reflètent deux tendances. Celle de la tradition juive qui considère l'année du jubilé comme une année de libération, et celle de l'Occident où le début du deuxième millénaire est considéré comme une ère de rétrospection et d'anticipation de changements importants. Les numéros spéciaux que vous voyez à gauche consacrés au 70e anniversaire de l'État offrent une rétrospective sur ces premières années et s'engagent également dans les évolutions politiques et technologiques actuelles. Mais les albums sont aussi des lieux où la mémoire privée, en l'occurrence la mienne, ressurgit, faisant d'eux des lieux de mémoire des individus qui composent la société. Voici alors quelques-uns de mes souvenirs personnels d'adolescente, j'ai grandi dans les années 70-80, tels qu'ils figurent dans les albums. Alors, ce que vous voyez ici, par ordre de droite à gauche, c'est le traité de paix entre Israël et l'Égypte, qui a été signé 16 mois après la visite du président égyptien Anwar Sadat en Israël en 1977, le 26 mars 1979. Vous voyez aussi, c'est la deuxième image, Gali Atari et Milken Hani qui interprètent Alléluia au concours de l'Eurovision de la chanson de 1979 à Jérusalem. Et ce que vous voyez tout au fond, c'est l'équipe Maccabi Tel Aviv qui remporte la Coupe d'Europe de basketball à Belgrade. Begin et Sadat, une rencontre historique à Jérusalem aussi, c'est en haut. OK. Mais une recherche sur l'image, l'imaginaire d'Israël et une exposition sur ces images ne peut pas ignorer les cartes. La carte est un support visuel destiné à aider le touriste à se déplacer dans le pays qu'il souhaite visiter. La carte a également un rôle symbolique. Elle n'est pas seulement une représentation graphique d'un lieu, donc d'une topographie, mais par ses délinéations, elle y inscrit également des significations historiques, culturelles et politiques. La surface connue, identifiée sous le nom de territoire de l'État d'Israël, a connu de nombreux changements depuis la création de l'État. Ces frontières sont initialement déterminées dans la déclaration de l'ONU de 1947, mais elle est sujette à des modifications suite aux guerres, à l'occupation, mais aussi à la cession des territoires. Les dimensions historiques et culturelles de la carte expriment aussi dans sa représentation de l'organisation du territoire. Ainsi, les liens entre l'Israël d'aujourd'hui et son héritage biblique sont représentés sur la carte à travers les 12 tribus. Les pèlerins recevront la carte de la Terre Sainte identique à celle de l'État d'Israël, mais avec des légendes différentes qui pointent vers les sites sacrés du christianisme. La conception graphique de la carte reflète les tendances et les esthétiques actuelles. Les cartes sont parfois utilisées à des fins commerciales. Parfois, elle est spécialement conçue comme un souvenir commémorant des événements spécifiques, par exemple la fondation de l'État ou le millénaire. Et ce que vous voyez ici, de gauche à droite et du haut vers le bas, c'est d'abord Israël combattante, plan de guerre, automne 1949, envoyé par Yitzhak Shoshani, alias Rosenthal, de Kfar Saba, l'État d'Israël, à Madame Sukhov de Brooklyn, New York, le 24 septembre 1948. Ce que vous voyez à droite, c'est une carte souvenir d'Israël 2000 à la destination des touristes russes ou russophones qui visitent Israël et qui aimeraient revenir avec un souvenir. Ce que vous voyez à droite, c'est une carte touristique ou plusieurs cartes touristiques, si vous voulez, de Bank Leumi en plusieurs éditions des années 70. Et la légende au dos de la carte reflète l'inflation à travers les variations des taux de change de la monnaie locale. Au lieu de donner les taux de change, la carte dit, voilà, on ne peut pas vous dire combien le lira ou le shekel à l'époque, je ne me souviens plus, c'est la lira, en vaut parce que ça change trop vite. À gauche,
En bas, ce que vous voyez, c'est une feuille de route d'Israël, 1951-1952, publiée par Motor Map of Israel Publishing. La carte est un guide du réseau complexe de routes du nouvel État pour le conducteur local et le touriste. Et j'aimerais vous citer quelques lignes de cette carte. Cette carte dit la chose suivante. Cette carte a été préparée afin de répondre aux qualifications modifiées que l'automobile dans ce pays attend désormais de ses conducteurs. Alors que jusqu'à ces dernières années, la connaissance des routes du pays était aisée, celle-ci est devenue difficile avec l'émergence de l'État d'Israël et l'immense développement de la construction de nouvelles routes à fort trafic. Ceci est dit dans les années 50. Vous pouvez imaginer ce qu'auraient pu penser les gens de l'époque s'ils étaient arrivés aujourd'hui sur la route Ayalon. Et je termine. Qu'est-ce qu'une nation ? Dans cette image-là, on voit une petite confusion créée dans la série Encyclopédie par l'image de Hachette de 1960. Les aspects de temporalité et de territorialité se confondent. Si vous regardez ici, j'ai mis une petite flèche. On attend à ce qu'Israël soit représenté dans géographie, n'est-ce pas? Or, on la trouve dans la section Histoire, à côté des rois de France, des guerres, de l'islam, etc. Je reviens donc à ma question. Qu'est-ce qu'une nation? C'est un peuple, c'est une géographie et une terre. Un territoire, c'est l'histoire et les histoires des gens. C'est une culture et une politique. Les figurations de ces aspects dans les guides touristiques et dans les albums par l'image ne sont pas de simples représentations. Ce sont aussi des véhicules d'imaginaire national qui participent activement à la construction de la nation, inséparables de ces images multiples. L'histoire des représentations d'Israël, nation si neuve et pourtant si ancienne, comme le notait Herzl, en donne une illustration unique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Galia. C'était très instructif. C'était en tout cas un voyage dans l'histoire, un voyage dans le temps, un voyage dans l'image. J'attendrai que nos auditeurs puissent poser des questions. En tout cas, moi, j'ai une première question concernant les guides touristiques. Si je comprends bien, très longtemps, j'emploie ça, je vais dire de façon positive, les guides touristiques ont été des instruments de Hasbara, des instruments d'information de l'État d'Israël. À partir de quand l'État d'Israël a perdu le monopole et à partir de quand et peut-on comparer à l'image que donnaient les guides touristiques les plus anciens d'Israël quand un guide touristique était avant tout un instrument, j'allais dire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Hasbara qui venait expliquer, de justifier, d'informer, mais de façon étatique, puisque j'ai vu que les éditions étaient éditées par l'État finalement. Oui, alors merci beaucoup de votre question, Avid, parce que je n'ai pas explicité, je n'ai pas élaboré cet aspect-là. En fait, quand j'ai parlé d'instruments de propagande, j'ai parlé surtout des albums. Or, vous avez tout à fait raison, puisque les premiers guides touristiques vers Israël recevaient toutes leurs informations, y compris les photos des archives nationales d'Israël. Et je dirais que c'est dans les années 70 que commence une séparation lente, mais à partir du moment, bref, où les guides touristiques peuvent récolter l'information de façon indépendante, on commence à voir une séparation entre la hasbara, donc la propagande institutionnalisée, et une manière de voir le territoire complètement indépendante. Si vous me permettez, je peux vous raconter une petite anecdote concernant cet aspect. J'ai montré tout à l'heure, je reviens en arrière, l'image phare donc, de l'expo, mais aussi l'image qui a attiré mon attention, c'est celle d'Israël, donc dans une petite planète de la collection Au seuil de Chris Marker. Et en fait, Chris Marker avait fait un film
à peu près au même moment qu'il était chargé de cette collection. Et ce film s'appelle le combat d'Israël, en fait. Ce film a été commandé par Lia et Wim van Lier. Et il a accepté la mission tout en disant « j'accepte, mais à condition que je peux dire tout ce que je veux ». Et en fait, je pense que certains albums produits même antérieurement aux années 70 essayent quand même de garder, de préserver un petit moment indépendant, même si les images dépendent largement des archives. Voilà. Alors, une deuxième question, parce que pour le moment, vous avez uniquement des merci et des félicitations et des gens qui veulent pouvoir revoir. Je ne vois pas le chat. Attendez, je vais arrêter le partage écran. Voilà, je vais voir le chat. Voilà, donc je dis que les gens pour le moment disent merci et veulent surtout revoir pour pouvoir voir tranquillement toutes ces images. J'aurais une deuxième question sur j'allais dire la différence dans l'image Tarté Mashma dans le sens propre du terme d'Israël dans les albums à travers ce qui a été publié en Israël, ce qui a été publié ailleurs. Est-ce que vous avez donné effectivement essentiellement des images israéliennes? Est-ce qu'on a eu des images en dehors des grandes revues telles que Live, Paris Match peut-être et d'autres, une tentative dans les années 50, 60 de donner Israël en images? Et si oui, quelle est cette image? Est-ce qu'elle avait la même image d'Épinal, comme vous l'avez un petit peu dit, du kibbutz et du Haridi, ou bien il y avait une image qui était déjà beaucoup plus complexe avec les Arabes, avec le conflit? Quand est-ce que ça a évolué quelque part? Oui, alors, dès le départ, j'ai écrit ça dans un autre article, il s'agit d'une reproduction massive des mêmes images. Donc, les mêmes images apparaissent et réapparaissent. Il y a en fait une espèce de jeu de miroir entre les images projetées vers l'extérieur et les images récupérées et réinsérées dans les guides touristiques. Des images qui reviennent après aussi dans les albums. Et donc, il n'y a pas, à vrai dire, d'autres images de cette période puisque toutes les images sont récupérées et c'est par la répétition, en fait, c'est ce que j'ai essayé de montrer, que l'image d'Israël est formée, réformée, réinventée, mais toujours à l'intérieur de cette banque d'images. Alors, si on a été, on a quelques minutes devant nous, si on a été un petit peu, j'allais dire, les maîtres de l'image qu'on a voulu donner par des photographes qui ont montré, tel que le livre de David Kataribas, cette belle Nikit avec le Kovatimbel avec un sourire, alors qu'on savait qu'au même moment, ce n'était pas forcément un statut idéal de la femme en Israël, mais peu importe. À partir de quand on a perdu la bataille de l'image quelque part d'Israël? Est-ce qu'on l'a perdu vraiment? Est-ce qu'on l'a gagné? Est-ce qu'on a un moment, on a contrôlé l'image d'Israël et on l'a perdu un moment? Si oui, quand et comment et pourquoi? Oui, alors je ne parlerai pas en termes de bataille ou de guerre d'image, je parlerai plutôt dans des termes d'échange d'images. À partir de quel moment est-ce qu'on arrête à se nourrir de ces banques immenses d'images offertes par Israël? Je pense que j'ai déjà donné une réponse partielle à cette question. Je pense que c'est à partir du moment où on n'a pas besoin, où on peut envoyer des photographes sur place, où on n'a plus besoin où on n'a plus de dépendance vis-à-vis de ces archives. Ce que vous dites là, ça dépasse en fait largement le contexte des albums et des guides touristiques parce que dans les guides touristiques, au fond, on ne trouve que l'écho des albums ou l'écho des images déjà produites ici. Il y a des tendances. Par exemple, si j'ai donné le guide du routard, quelques images du guide du routard. Alors, dans les guides du routard, c'est toute une histoire. C'est un guide qui se veut indépendant et indépendant aussi de toute tendance nationale ou nationaliste. Ça dépend comment vous voyez la chose. Mais en même temps, dans le guide du routard, il a été déjà décidé qu'il y a Israël et Palestine seraient ensemble. Israël et Palestine, voilà. Donc, et ça, c'est une manière de voir les choses qui est indépendante
de la vision recommandée, si vous voulez, de la Hasbara ou d'Israël. Bien, je vous remercie. Je crois que vraiment, on a, en tout cas, de nombreux ont été les personnes qui veulent revoir cet album quelque part et vos explications très riches. Vous allez pouvoir le retrouver sur notre bibliothèque vidéo de l'Organisation sioniste mondiale en français, sur la languette vidéo ainsi que toutes les autres conférences que nous vous donnons tout au long de ces semaines. Je remercie le professeur Galia Janoszewski, je remercie évidemment Yael Toledano de l'Université de Bar-Ilan et j'espère qu'on va pouvoir encore s'enrichir de toutes vos recherches aussi importantes. Évidemment, je vous invite, parce que maintenant les frontières sont enfin ouvertes, à venir nous voir en Israël et à pouvoir découvrir, comme certains l'ont dit, ce nouvel Israël, cette nouvelle conception de l'enseignement et ce corps professoral aussi très francophone que nous découvrons chaque semaine un peu plus. Merci à Yasmine, merci à vous tous. Shavua Tov de Jérusalem. Kol Tov. Merci beaucoup. Merci. Merci Yael, merci Galia. Merci. Shavua Tov. Shavua Tov.